Et c'est avec plaisir que je vais transmettre la parole à Maître Krikorian pour son développement. Merci. Merci, Monsieur le Président, de votre intervention riche, précise, et certainement qui ouvre des perspectives d'avenir. Chers amis, je vais essayer aujourd'hui, même si nous ne sommes pas très nombreux, mais ce n'est pas le nombre qui fait la force ici, c'est le droit. Je vais essayer de commenter l'arrêt qui a été rendu le 10 octobre dernier, il y a donc 4 jours, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Alors je rappelle le contexte. Nous avons, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, puisque c'était au mois de juin 2011, saisi le Conseil d'État d'une demande qui tend à transposer la décision cadre du 28 novembre 2008. Cette décision cadre est une loi de l'Union européenne qui est obligatoire pour les États, puisque les États sont tenus juridiquement de la transposer, c'est-à-dire d'incorporer dans leur législation respective la norme qui est contenue dans cet acte. Et cette décision cadre du 28 novembre 2008 rend obligatoire le traitement du négationnisme par le droit pénal. C'est-à-dire que à l'époque 27 États membres ont décidé que le négationnisme, ce qui recouvre la négation ou la banalisation grossière d'un crime contre l'humanité, d'un génocide, d'un crime de guerre, eh bien, doit être traité par le droit pénal parce qu'on estime que le droit civil ne suffit pas. C'est-à-dire une simple action en réparation, en dédommagement ne suffit pas lorsqu'il s'agit d'un crime qui va dépasser le cadre, entre guillemets, admissible ou imaginable. Un crime qui va toucher le genre humain dans son entier. Donc c'est bien l'Union européenne qui a décidé, donc elle a, je dirais que le vœu que j'avais exprimé il y a déjà une quinzaine d'années a été exaucé en partie, puisque j'avais établi dans les procédures qu'il fallait absolument que le droit pénal intervienne, puisque le droit civil, la réparation civile était insuffisante. Mais pour des raisons bien sûr politiques, et parce que la Turquie exerçait une pression maximale sur l'Union européenne, la France, qui présidait à l'époque, donc en novembre 2008, le Conseil de l'Union, a glissé un sous-paragraphe 4, article 1er, qui n'entretient aucun lien réel avec l'économie générale de la décision cadre. Ce paragraphe 4, limitant le champ d'application de la décision cadre au seul crime qui aurait été établi par une décision d'une juridiction internationale. Alors j'ai assez facilement prouvé que cette formule était fausse historiquement et juridiquement, parce que jusqu'en 2002, jusqu'au 1er juillet 2002, c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur du statut de Rome, du traité qui a créé la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, donc jusqu'en 2002, aucun crime contre l'humanité n'a été établi par une juridiction internationale. C'est toujours un organe législatif ou qui tenait lieu de législateur mondial qui a établi les faits et créé le tribunal dont la tâche seulement était d'imputer ces faits à des présumés coupables. C'est comme cela qu'a procédé le tribunal pénal international de Nuremberg, qui a été créé par l'acte de Londres du 8 août 1945
C'est comme cela qu'également a procédé le Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'il a établi le tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Ce qui veut dire que en 2008, ce que dit la décision cadre est faux. Aucune juridiction internationale jusqu'en 2002 ne pouvait établir un fait internationalement illicite qui aurait pu revêtir la qualification de crime contre l'humanité ou de génocide. L'idée sous-jacente, bien évidemment, on l'aperçoit très rapidement, c'est d'exclure du champ d'application de la décision cadre, notamment le génocide des Arméniens, tout en préservant le génocide des Juifs. Sauf que, et la remarque que j'ai faite est importante pour la compréhension de ce mécanisme de base politique, donc ce sous-paragraphe 4, parce que dans l'article 1er qui, lui, répond aux considérants, c'est-à-dire ce qui annonce dans le préambule de la décision cadre la norme, proprement dite, le paragraphe 1er, lui, va distinguer à ces sous-paragraphes C et D, d'une part, génocide, crime contre l'humanité, tel que défini par l'article 6 du statut de Rome, dont je parlais tout à l'heure, et ensuite, sous-paragraphe D, les crimes nazis. Ce qui veut dire que si avant, puisque dans l'énoncé textuel, les crimes nazis viennent après une entité qui n'est pas définie en extension, c'est-à-dire on ne donne pas la liste des génocides et crimes contre l'humanité que ce sous-paragraphe C vise, mais qui est les crimes qui sont définis en compréhension, c'est-à-dire qu'on va donner des caractéristiques, puisqu'on dit tel que défini par l'article 6 du statut de Rome. Si il existe bien, selon le vœu du législateur de l'Union, et dans le texte, une entité qui va regrouper des crimes contre l'humanité qui ne sont pas les crimes nazis, comment se fait-il ensuite qu'on puisse prétendre les exclure délibérément du champ d'application de la décision cadre? Ça, j'aurais souhaité que Mme Alliot-Marie, parce que c'est elle qui présidait l'Union européenne, puisque c'est la France qui présidait, c'est elle qui représentait la France, j'aurais voulu qu'elle m'explique que cela. D'autant que c'est Mme aussi Alliot-Marie qui, certainement en service commandé, mais elle a fait, je l'ai vu, de mes yeux vus, en décembre 2011, va voter la loi que j'avais rédigée, qui a été modifiée par la commission des lois à l'Assemblée nationale, mais qui se proposait de transposer cette décision cadre pour que, notamment, le négationnisme du génocide arménien soit pénalement répréhensible et puni par la loi pénale française. Donc, une contradiction de plus, je crains que ce ne soit pas la seule, pas la première ni la dernière, dans le comportement d'hommes ou de femmes politiques. Le droit, lui, tout ça, ça lui est totalement indifférent. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique que le droit sanctionne. Cette logique, ce sont les principes fondamentaux, tels que le principe d'identité, le principe de non-contradiction. Or, un État, des États, une institution européenne ne peuvent pas dire tout et son contraire. On ne peut pas, à l'article 1er, sous paragraphe C, dire il va falloir que la négation de certains crimes que nous, le 28 novembre 2008, institution de l'Union,
nous ne souhaitons pas définir pour des raisons purement politiques. Mais il va falloir quand même que les États, et nous renvoyons aux États pour la définition de cette catégorie, rendent punissable la négation de ces crimes. D'une part, et d'autre part, prétendre, ce que j'indiquais tout à l'heure, reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre, c'est-à-dire prétendre exclure le génocide des Arméniens, notamment, mais également l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité, loi du 21 mai 2001, loi Taubira, du nom donc de l'actuel garde des Sceaux. On ne peut pas donc accepter sur le plan, je dirais, de la pure logique, du sens commun, cette situation. Et la conclusion est simple, c'est que ce sous-paragraphe 4 de l'article 1er, eh bien, tout simplement, est contraire au droit de l'Union. Voilà la conséquence juridique qu'on en tire. Mais nous n'avons pas fait que cela. Nous avons demandé au Premier ministre à l'époque, donc c'était en mai 2011, de transposer, puisque la décision cadre impartissait aux États, à chacun des 27 États membres de l'Union, un délai de 2 ans pour transposer. Donc chaque État avait jusqu'au 28 novembre 2010 pour le faire. Et donc un peu 8 mois après peut-être l'expiration du délai, j'ai demandé au Premier ministre de transposer, puisqu'il était déjà en retard, et de déposer un projet de loi sous forme de décret sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre n'a pas répondu favorablement, donc une décision implicite de rejet est née de son silence pendant 2 mois, et c'est cette décision négative que j'ai attaquée au nom de mes requérants devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a tort, et c'est ce qu'il a fait, c'est déclaré incompétent le 28 novembre 2012. Comme je l'ai indiqué, dans la mesure où cette transposition est une double obligation juridique qui résulte à la fois de la Constitution française, article 88.1, et de l'Union européenne, c'est exactement ce qu'a rappelé le tribunal des conflits dans un arrêt du 17 octobre 2011. Il a dit que la transposition de directives qui suit un régime juridique analogue à celui des décisions cadres est une double obligation. Donc le tribunal des conflits français, c'est l'organe juridictionnel qui décide de la répartition des compétences entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Donc, fort de cette règle de droit, qui est une règle de droit français, double obligation de transposer, nous prouvons que l'État doit transposer. Mais dans la mesure où l'État doit transposer, dans la mesure où il s'agit d'une obligation, puisque c'est une double obligation juridique, cela postule, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme sur la garantie des droits, qu'au moins une juridiction soit compétente, qu'un ordre juridictionnel français, à tout le moins, soit compétent. En réalité, il y en a deux, c'est-à-dire que et l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre judiciaire sont compétents pour transposer. Pourquoi ? Parce que, et encore c'est le tribunal des conflits qui le dit, depuis le 27 juin 1966, dans un arrêt Guigon, dès lors que la voie de fait résulte d'une décision, il s'agit d'une double compétence. La juridiction judiciaire et la juridiction administrative sont doublement compétentes. Il y a une concurrence même de compétences pour connaître de l'affaire. Et là, il s'agit bien d'une voie de fait, en tout cas jusqu'au 17 juin 2013, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, puisque la voie de fait est définie comme étant une situation, positive ou négative, qui est insusceptible, qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir légal, un pouvoir constitutionnel. Ce qui veut dire que, en l'occurrence, dans la mesure où il s'agit d'une double obligation de transposer,
La France, l'exécutif français, ne peut en aucune façon se prévaloir d'un quelconque texte national, ni international d'ailleurs, qui pourrait l'autoriser à ne pas transposer. Principe de logique et principe de droit. Il s'agit d'une loi de fait. Nous avons donc, faisant simplement le constat, puisque j'ai dit double obligation de transposer, il y a au moins une juridiction compétente, le Conseil d'État se déclare incompétent, eh bien, nous en prenons acte, et puisque nous savons qu'en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 sur le tribunal des conflits, quand une juridiction, par exemple de l'ordre administratif en l'occurrence, est déclarée incompétente, la juridiction de l'ordre judiciaire qu'on va saisir, si elle estime elle-même être incompétente parce que ce serait le premier ordre administratif donc qui le serait, a l'obligation, et pas simplement la faculté, a l'obligation de saisir le tribunal des conflits. Donc, comme je l'ai écrit souvent, et je ne lasserai jamais de le répéter, le 26 novembre 2012 n'est pas notre échec. Ce n'est pas notre échec. C'est peut-être l'échec de l'état de droit, mais l'échec de l'état, plus que du droit. Parce que c'est en raison de la mauvaise volonté, de l'exécutif, qui a la double obligation de transposer, du Conseil d'État, qui ne veut pas faire son travail de juge, mais qui se comporte plus comme le conseiller du gouvernement que comme son juge, qu'il a fallu que nous saisissions donc un juge, puis 2 juges. Ce qui veut dire que cet arrêt d'incompétence du 26 novembre 2012 est en réalité le premier terme d'un mécanisme juridictionnel qui devrait à terme nous conduire éventuellement à faire saisir le tribunal des conflits si le juge judiciaire se déclare incompétent. Donc, je saisis au mois de février de cette année le juge des référés du TGI de Marseille, puisque je considère, je n'ai pas été d'ailleurs désavoué sur ce point, que la voie de fait se passe notamment à Marseille, d'une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône a son mot à dire parce que lui seul, et non pas le Premier ministre, est susceptible de prendre ce qu'on appelle un déclinatoire de compétences, de prétendre que le juge judiciaire que je vais saisir n'est pas compétent, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Et le juge judiciaire, donc vous savez, puisqu'on a plaidé lors de cette audience historique, la salle était bondée, le 30 avril dernier, à Marseille. À l'issue des 2 heures de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin, et dans son ordonnance du 3 juin 2013, le premier vice-président Gorini ne s'est pas déclaré incompétent, puisqu'au contraire, dans son ordonnance, il dit bien que la question prioritaire de constitutionnalité que je lui ai posée, je vais en dire 2 mots bien sûr maintenant, a été adressée à une juridiction compétente, mais il a prétendu à tort qu'il n'avait pas en gros les pouvoirs de délivrer une injonction ou de s'immiscer même dans les affaires du gouvernement. Donc vous voyez bien que en réalité cette décision, cette ordonnance, est une déclaration d'incompétence déguisée. Déguisée pourquoi? Parce qu'il fallait, c'était le mot d'ordre, surtout quand on sait que pendant le délibéré, donc au mois de mai, M. Gorini va exercer l'intérim au sein du TGI de Marseille, puisque le précédent président, M. Pion, a été nommé donc à cette période au cabinet du garde des Sceaux. Garde des Sceaux donc qui est membre
bien sûr, du gouvernement qui est, dont le chef est le Premier ministre qui est notre défendeur principal. Bon, donc ça pose un petit problème quand même, parce que je n'ai pas manqué de développer dans les conclusions devant la Cour d'appel. Donc, le mot d'ordre était de faire en sorte que le tribunal des conflits ne soit pas saisi. Parce que si jamais un jour, et je fais tout pour ça bien sûr, parce que cela doit être ainsi, si le tribunal des conflits est saisi, vous imaginez l'ampleur que le dossier va prendre. Nous allons contraindre au plus haut niveau de l'État juridictionnel la France à prendre ses responsabilités. Donc le TJ de Marseille, je pense, en tout cas, même s'il n'y a pas eu d'instruction écrite, c'était du non-dit, a fait en sorte de ne pas mettre le tribunal des conflits dans une situation délicate. Délicate pourquoi? Parce que si jamais il était saisi, il serait obligé de nous donner raison. Donc, par un biais juridique, en masquant une décision d'incompétence, le juge des référés va déclarer qu'il n'a pas les pouvoirs. Parce que s'il s'était déclaré incompétent, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en application article 34 du décret du 26 octobre 1849, il aurait été dans l'obligation de saisir le tribunal des conflits. Donc, je fais appel pour les 15 requérants de cette ordonnance le 4 juin, et j'assortis, comme je l'ai fait devant le juge des référés en première instance, l'appel d'une QPC, donc d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'un texte législatif qui a maintenant un peu plus de 140 ans, qui est l'article 26 de la loi du 24 mai 1872 sur l'organisation du Conseil d'État. Ce texte autorise les ministres à revendiquer devant le tribunal des conflits une affaire qui aurait été portée devant le Conseil d'État et qui, selon le gouvernement, ne relèverait pas du contentieux administratif. C'est-à-dire que la loi a permis au gouvernement d'empêcher le Conseil d'État de statuer sur un dossier. On lui retire, sur la simple volonté gouvernementale, donc politique, une affaire au juge. Ce qui est, bien sûr, totalement extraordinaire. C'est dérogatoire au droit commun. Ça n'existe nulle part. Personne, aucune autorité ne peut retirer une affaire dont le juge est saisi. Mais le législateur croyait à l'époque pouvoir le faire. Alors, en réalité, ce texte n'a pas été véritablement décidé par le législateur. L'histoire de ce texte est d'ailleurs très intéressante parce qu'elle permet de comprendre la mentalité qui a présidé à l'émergence d'institutions comme le Conseil d'État et à sa pérennité. Quand le Conseil d'État est créé en l'an 8, donc c'est une création napoléonienne, son souci lors de la monarchie de Juillet, et avec la Restauration, c'est de pouvoir durer. Donc, le marché qui est passé entre le Conseil d'État et le nouveau pouvoir royal, c'est de tomber d'accord sur une certaine modalité de procédure qui feront que certains actes politiques échapperont à la compétence du Conseil d'État. Donc le Conseil d'État s'est engagé devant le pouvoir
politique et gouvernementale à ne pas contrôler certains actes dits politiques. Alors, il est vrai que, le temps aidant, cette catégorie qu'on va appeler donc acte de gouvernement, c'est dit comme ça dans les premiers arrêts, la doctrine a conservé cette formule, cette catégorie va en diminuant. Mais elle persiste, on le voit bien aujourd'hui, sur des actes beaucoup plus sensibles que ceux qui ont regagné la catégorie des actes contrôlés. Parce que, toujours encore, le Conseil d'État se refuse à contrôler la légalité d'un décret de présentation d'un projet de loi au Parlement, ou l'inverse, l'absence de projet de loi. Le Conseil d'État considère que ces actes, ou cette absence d'actes, qui est équivalent, ne relève pas du contentieux de la juridiction administrative. La question donc qui s'est posée à nous, c'est de savoir si l'acte de gouvernement pouvait être invoqué par l'exécutif devant le juge judiciaire. Nous savons qu'il pouvait le faire devant le juge administratif, ce qui ne se gêne pas de faire, mais pouvait-il le faire devant le juge judiciaire? Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai donc décidé de réitérer la QPC de ce texte, parce que vous avez bien noté que ce texte, dans son expression littérale, ne vise que le Conseil d'État, ce que d'ailleurs l'arrêt du 10 octobre se complaît à relever, puisque l'arrêt ça va être dans la motivation, et je reviendrai tout à l'heure, oui voilà, dans la motivation, en page 7, alors je l'ai publié sur mon site, hein, donc les personnes qui souhaiteraient l'avoir in extenso pourront le relever. Attendu que l'article 26 de la loi précitée, relative à, entre guillemets, l'organisation du Conseil d'État, dispose notamment que les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Bon. La question est de savoir, mais est-ce que l'exécutif, donc celui qui aujourd'hui est notre adversaire devant la Cour d'appel d'Aix, peut nous opposer l'acte de gouvernement, c'est-à-dire prétendre que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne serait pas compétente parce que l'affaire dont elle est saisie ne relève ni du Conseil d'État, nous le savons grâce à l'arrêt du 26 novembre 2012, mais ne relèverait donc ni du juge judiciaire, donc ne relèverait d'aucun juge. Donc il fallait poser la question prioritaire de constitutionnalité. Et dans cet arrêt du 10 octobre, la Cour d'appel, manifestement très gênée aussi par cette question, qui au demeurant l'a intéressée. J'ai plaidé un peu moins longtemps, mais enfin j'ai plaidé quand même au mois de septembre, à peu près une quarantaine de minutes. Bon. Très technique, mais aussi très politique, va dire que la QPC, donc la question prioritaire de constitutionnalité, ne peut pas, selon elle, être transmise à la Cour de cassation parce que l'une des conditions de cette transmission ferait défaut. Il est vrai que la question prioritaire, pour être transmise, doit à la fois, c'est les questions de recevabilité qui n'étaient pas discutées, être adressées à la juridiction dans un mémoire distinct et motivé, ça c'était, la condition était remplie, ce que confirme la Cour d'appel. Mais ensuite, dans les conditions de fond, il faut d'une part que la disposition législative critiquée dans sa constitutionnalité, donc là c'est l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, soit applicable au litige ou à la procédure, d'une part,
Deuxièmement, il faut que le texte législatif n'ait pas déjà été déclaré constitutionnel par le Conseil constitutionnel. Et troisième condition, cumulative, il faut que la question soit sérieuse, c'est-à-dire que, en apparence, qu'effectivement la constitutionnalité de ce texte fasse problème. Alors, la Cour d'appel n'a discuté ni la deuxième ni la troisième condition, donc elle n'a pas dit que cette question n'était pas sérieuse. Elle n'a pas dit que l'article 26 ne posait pas problème. Elle a prétendu à tort qu'il n'était pas applicable au litige ou à la procédure. Pourquoi ? Parce qu'elle prétend que ce texte n'a vocation à s'appliquer que devant la juridiction administrative. Et que donc, il ne concerne pas la juridiction judiciaire. Donc ce qu'a tenté de faire la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans cet arrêt, c'est de dissocier la théorie jurisprudentielle de l'acte de gouvernement de l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, alors que ces deux entités sont totalement aujourd'hui indissociables, puisque l'article 26 est venu prendre le relais, est venu consacrer la théorie et la pratique jurisprudentielle, et aujourd'hui donc on peut dire qu'il cristallise la théorie jurisprudentielle de l'acte de gouvernement, et on ne peut pas donc invoquer, comme le fait l'exécutif, l'acte de gouvernement sans nous permettre de poser la QPC de l'article 26. Voilà pourquoi cet arrêt ne doit pas nous inquiéter, mais qu'il nous permettra au contraire de recourir contre cet arrêt en même temps que l'arrêt au fond s'il nous était défavorable, dans le cadre d'un pourvoi en cassation que nous formerions donc contre ces deux décisions de la Cour d'appel d'Aix. Donc, cette décision est assez facilement critiquable en droit. Vous avez compris que c'est une nouvelle décision politique. Il faut tout faire pour ne pas gêner le tribunal des conflits, parce que si le tribunal des conflits est saisi, il lui sera très difficile de nous donner tort, puisqu'il faudra qu'il désigne au moins un ordre juridictionnel. La garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui a valeur constitutionnelle, le commande. Il y a atteinte à des droits fondamentaux. Le droit fondamental est de protéger contre le négationnisme. Il s'agit d'une double obligation de transposer. Donc, il doit y avoir un juge français, comme il doit y avoir dans les autres pays, au moins un juge national, pour faire en sorte que cette double obligation soit effective et pour sanctionner le refus de transposer la décision cadre. Et ce, d'autant plus que le même tribunal des conflits, depuis 2008, désigne le juge administratif comme étant celui qui est compétent dans le cadre du plein contentieux, c'est-à-dire du contentieux indemnitaire, pour sanctionner donc, par l'allocation de dommages et intérêts, le défaut par l'État de transposer une directive. Donc il y aura au moins un juge compétent, et en réalité, dans la mesure où il s'agit d'une voie de fait, il y en a deux. Alors c'est vrai que depuis le 17 juin 2013, c'est pour ça que j'ai donné cette date tout à l'heure, le tribunal des conflits, cette date correspond à l'arrêt qu'il a rendu, est venu rétrécir le champ d'application de la voie de fait en considérant que désormais, pour les affaires nouvelles, il n'y aurait plus voie de fait que pour les atteintes à la liberté individuelle, c'est-à-dire la sûreté, la privation de liberté ou la restriction de façon substantielle à la liberté individuelle, premièrement, et deuxièmement, lorsqu'il y a extinction du droit de propriété. Donc, le tribunal des conflits est venu rendre beaucoup plus rigoureuses les conditions
dont la réunion jusqu'à son arrêt du 17 juin permettait au juge judiciaire de constater une voie de fait, sachant que l'existence d'une voie de fait donne compétence au juge judiciaire pour se prononcer. Cette compétence, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1966, étant partagée de façon concurrente avec le juge administratif quand la voie de fait, imputable donc à l'administration, comme en l'espèce, eh bien, résulte d'une décision ou de l'absence de décision, ce qui revient exactement au même. Alors, pourquoi cette jurisprudence ne doit pas nous inquiéter en droit? Parce que les faits dont nous plaignons sont antérieurs au 17 juin 2013. La saisine du juge des référés de Marseille est antérieure, puisqu'elle date du mois de février, et même la saisine de la Cour d'appel d'Aix est antérieure, puisqu'elle date du 4 juin, donc 13 jours avant l'arrêt du 17 juin. La Cour de cassation, en assemblée plénière, donc de façon très solennelle, juge, depuis 2006, un arrêt du 21 décembre 2006, qui concernait la Provence ici, qu'une règle nouvelle ne peut pas être appliquée au requérant si elle empêche le requérant d'avoir un accès au juge. Si vous nous appliquez, à nous requérants, cette nouvelle règle, vous nous disiez aujourd'hui, eh bien, je suis désolé, quand vous avez saisi le juge des référés de Marseille, oui, il y avait voie de fait. Quand vous avez saisi la Cour d'appel, oui, il y avait voie de fait. Mais depuis le 17 juin, entre-temps, pendant l'appel, il n'y a plus de voie de fait. Vous me privez de la compétence judiciaire. Ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas juridique, c'est interdit par le droit. Donc, ce qui veut dire que la Cour d'appel d'Aix ne pourra pas dire en droit qu'il n'y a pas voie de fait. Si elle le fait, elle prend ses responsabilités. Elle a violé le droit. Et si elle se déclare incompétente, comme je l'ai dit, elle aura l'obligation de saisir les tribunaux des conflits. Elle ne le veut pas. L'arrêt d'aujourd'hui vous l'indique. Donc, vraisemblablement, la voie que la Cour d'appel d'Aix va choisir, je ne vais pas juger à sa place, mais on a une décision qui nous permet peut-être d'anticiper. Vraisemblablement, la Cour d'appel d'Aix va être tentée de confirmer l'ordonnance de référé, de ne pas s'estimer incompétente, parce que si elle s'estimait incompétente, par exemple, s'il s'agissait d'un acte de gouvernement, elle aurait l'obligation de saisir le tribunal des conflits. C'est pourtant ce qu'elle devrait faire. Si elle considère qu'il y a voie de fait, elle est compétente. Si elle considère qu'il n'y a pas voie de fait, elle n'est pas compétente. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est que cette question n'entre pas dans ses attributions. Elle n'a pas vocation à en connaître. Les pouvoirs, c'est les prérogatives juridictionnelles dont dispose un juge quand il est compétent pour connaître une affaire. Le juge civil s'occupe des affaires civiles, le juge pénal des affaires pénales, le juge administratif des affaires de la puissance publique. Chacun a son domaine de compétence. La voie de fait, elle devra, puisque sa commission, dans son arrêt du PC, elle fait expressément référence à la il y a du même litige. Donc tout le monde, en tout cas toutes les personnes concernées, et surtout les pouvoirs publics, savent très bien que si la Cour d'appel d'Aix se déclare incompétente, elle devra saisir le tribunal des conflits. Il ne pourra que désigner au moins un ordre de juridiction et qui aura le pouvoir éventuellement d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2012 rendu par le Conseil d'État et nous permettre de continuer devant cette juridiction. Donc, sans être pessimiste, en essayant de coller à la réelle politique et à la mentalité des juges tels que ceux-ci l'expriment dans leurs décisions. Je ne leur fais pas de fausses intentions, je lis et j'analyse cette décision avec vous. La Cour d'appel d'Aix donc va être très fortement tentée
confirmer l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal de Marseille a estimé qu'il n'avait pas les pouvoirs de s'immiscer dans les affaires du gouvernement, donc finalement il n'avait pas les pouvoirs de contrôler le défaut de transposition de la décision cadre. Si la Cour d'appel d'Aix statue ainsi, son arrêt, comme j'ai dit tout à l'heure, devrait être frappé d'un pourvoi en cassation, en même temps que l'arrêt du 10 octobre, parce qu'il serait très facilement critiquable, dans la mesure où il s'agirait encore d'une déclaration d'incompétence déguisée, donc il y aurait violation de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, puisqu'elle aurait eu l'obligation de cette déclaration, et violation de l'article 809 du Code de procédure civile, parce que les pouvoirs ne doivent pas être cherchés dans les textes constitutionnels, mais dans l'article 809 du Code de procédure civile, qui donne au juge des référés, c'est pour cette raison qu'on a agi en référé, eh bien, le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite, là c'est le défaut de transposition, parce que j'ai dit, c'est une double obligation de transposer, donc la carence, le refus de transposer, eh bien, un trouble manifestement illicite. Eh bien, le juge des référés a le pouvoir de mettre un terme, et, dit l'alinéa 2 de ce texte, même jusqu'à délivrer injonction lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et celle-ci n'est pas sérieusement contestable, puisque c'est une double obligation constitutionnelle et du droit de l'Union. Donc, violation de l'article 809, parce que la Cour d'appel d'Aix, si elle rendait cet arrêt de confirmation, eh bien, méconnaîtrait ses pouvoirs que lui donne l'article 809 et qu'elle est obligée d'exercer dès lors qu'elle va constater qu'il y a droit de fait et qu'il y a trouble manifestement illicite. Donc, ce que la Cour d'appel d'Aix essaie de nous dire dans cet arrêt, c'est que pour elle, l'article 26 ne s'applique pas, mais elle laisse en suspens la question de l'acte de gouvernement. Donc, il nous faudra attendre encore le 17 décembre et un peu après, parce que je pense que l'affaire que je plaiderai à ce moment-là au fond devant la Cour d'appel d'Aix sera mise en délibéré. Donc, on n'aura pas, je pense, de décision avant janvier 2014. La Cour d'appel dit entre les lignes qu'elle n'exclut pas de se reconnaître compétente pour la voie de fait, mais elle ne le promet pas non plus, puisque textuellement elle dit ceci. Attendu dès lors que l'éventuelle abrogation du texte contesté n'aurait aucun effet utile sur la solution du litige, puisqu'elle prétend que l'article 26 de la loi du 24 mai 1872 ne s'applique pas, et que donc, parce qu'elle dissocie les deux, et que donc, même s'il était abrogé par le Conseil constitutionnel, ça n'empêcherait pas les juridictions, notamment le Conseil d'État, de continuer à avoir la même position jurisprudentielle. Donc que l'éventuelle abrogation de ce texte n'aurait aucun effet utile sur la solution du litige, a fortiori si la Cour considérait au fond, comme le prétendent les demandeurs, que la voie de fait dont ils se plaignent est exclusive de l'acte de gouvernement. C'est vrai que la doctrine classique a bien analysé la question et a dit que la voie de fait était exclusive de l'acte de gouvernement. Parce que un acte de gouvernement, c'est-à-dire un acte pris, non pris d'ailleurs, alors que le gouvernement a une obligation de prendre par l'exécutif, mais qui va présenter les caractéristiques de la voie de fait, n'est même plus un acte émanant de l'institution. Ce n'est plus qu'un fait que le juge judiciaire a la compétence et le pouvoir de constater dans sa matérialité et auquel il doit mettre fin dans sa juridicité, c'est-à-dire dans sa nocivité, que le droit doit prendre en considération. Voilà ce que dit exactement la doctrine. Donc effectivement, la voie de fait est exclusive de l'acte de gouvernement,
Ce qui veut dire que la Cour, pour l'instant, ne s'est pas prononcée sur cette question. Mais ce que je note quand même, c'est que cet arrêt a été rendu par la Cour d'appel d'Aix, qui, à ce jour, au 10 octobre 2013, ne s'est pas déclarée incompétente. Alors qu'elle aurait pu soulever d'office, si elle s'y croyait autorisée, l'incompétence de la juridiction judiciaire. Donc je considère, et je peux le dire juridiquement, qu'à ce jour, il s'agit bien d'une loi de fait, en tout cas qu'il y a une présomption forte de loi de fait, puisque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui en avait éventuellement la possibilité, ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur le PC. Et je rappelle que c'est exactement ce qu'a dit le premier vice-président Gorini, le juge des référés de Marseille, qui a dit expressément dans son ordonnance du 3 juin 2013 que la QPC, du même texte, l'article 26 de la loi du 24 mai 1872, avait été présentée à une juridiction compétente. Donc il y a bien voie de fait. Et ça, nous pouvons le dire à l'exécutif, à M. Hérault, à M. Hollande, à Mme Taubira, qu'il y a voie de fait en refusant obstinément près de 5 ans après que la décision cadre a été arrêtée, en s'obstinant à ne pas transposer un acte par lequel a été décidé qu'on ne pouvait plus tolérer sur le territoire de l'Union le négationnisme, qu'on ne pouvait plus accepter parce que c'était une blessure profonde, c'était une injure, c'était la continuation du génocide, qu'on puisse donc nier l'existence d'un génocide et donc nier l'existence des victimes dont nous savons aujourd'hui, grâce à M. Abramian, que ces victimes ont été donc canonisées par l'Église apostolique arménienne. Voilà donc la situation aujourd'hui, et moi je ne vous cache pas que je suis très satisfait de cette procédure, parce que quand on prend un peu de recul, au-delà des décisions négatives, 26 novembre 2012, ordonnance du 3 juin 2013, arrêt du 10 octobre 2013, eh bien, je peux dire que, comme je l'ai écrit dans le communiqué de presse, tout n'est pas perdu, rien n'est joué. Et ça c'est le rôle de l'avocat, s'il est conscient de sa condition, puisque l'avocat a un statut constitutionnel. D'ailleurs l'objet, je l'indique aux personnes qui seraient intéressées, parce que le colloque que j'organise au sein du conseil est ouvert, c'est pas réservé aux avocats, parce que ça ne concerne pas que les avocats, mais tous les justiciables, et chacun de nous est un justiciable potentiel, que l'avocat donc qui est plutôt conscient de son statut constitutionnel a l'obligation d'aller au-delà de la décision du juge. Moi, une décision négative ne m'intéresse pas plus que ça, sauf si elle permet de recourir. C'est ce que m'a permis de faire l'arrêt du Conseil d'État du 26 novembre 2012. Le Conseil d'État me dit Maître, je suis désolé, mais en l'état, non, ici, ça ne sera pas possible. Eh bien, monsieur le président, moi, donc je me détourne, je change ma route, et je mets le cap sur la juridiction judiciaire. Puisque je sais qu'il faudra au moins une juridiction. Et nous arrivons quand même, au mois de février, à assigner le Premier ministre. Et à lui demander de rendre des comptes, pas pour n'importe quoi, pour voie de fait. C'est-à-dire que le Premier ministre est traité comme un justiciable lambda, et il doit rendre des comptes. Il ne veut pas faire, bien sûr. Parce que s'il rend des comptes, il va dire, ben oui, manifestement, vous avez raison, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas transposé, on doit transposer. Mais vous comprenez, vous nous gênez. Voilà. Vous nous gênez. Ça fait un siècle bientôt que vous gênez la diplomatie occidentale. Bien dit, mais la France et, Monsieur le Président, vous l'avez opportunément rappelé tout à l'heure, la Russie et l'Angleterre ont été les 3 premières puissances à reconnaître ce qu'aujourd'hui on appelle un génocide. Puisque le 24 mai, un mois, jour pour jour, après la date qu'on a retenue, c'est pas
n'a pas commencé le 24 mai 1915, enfin, la date de la rafle des intellectuels, disons. Ces trois puissances, dans le cadre de la triple entente, vont dénoncer en flagrance le crime contre l'humanité, le crime de lèse-humanité. Ce nouveau crime de la Turquie contre l'humanité et la civilisation. En 2001, le 29 janvier 2001, plus exactement le 18 janvier 2001, la France va acter qu'elle érige cette reconnaissance en norme nationale. Ça devient une loi. Le 18 janvier, la loi est votée définitivement par le Parlement, comme le 23 janvier 2012, la loi Boyer-Krikorian a été votée définitivement par le Parlement. Mais en 2001, le président de la République ne demande pas, alors qu'il en a le pouvoir constitutionnel, une nouvelle lecture, et le Conseil constitutionnel, qui n'a pas été saisi, donc n'a pas eu à se prononcer sur la constitutionnalité, cette loi donc est promulguée le 29 janvier 2001, puisque la loi prend la date, cette loi donc est promulguée le 29 janvier 2001, puisque la loi prend la date de sa promulgation, qui se fait par décret, et non pas du dernier vote. Et le décret de promulgation, c'est l'acte par lequel le président de la République atteste que la loi a bien été votée en respectant, dans le respect des dispositions de la procédure constitutionnelle. Donc en 2001, la France érige la reconnaissance du génocide au rang de norme nationale. Et c'est une loi à part entière, c'est une norme, cette loi de 2001, comme la loi de reconnaissance d'ailleurs de l'esclavage et de la traite en tant que crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que la loi, c'est l'acte qui émane du Parlement. Et le Parlement français, comme tous les parlements nationaux, dispose d'un pouvoir de délibération générale. Ce qui veut dire qu'il peut s'emparer de n'importe quelle question et en faire une loi, l'ériger au rang de norme législative. C'est là ce qu'il a fait le 6 décembre 2012, lorsqu'il a créé une journée pour commémorer les victimes de la guerre d'Algérie. Ça, c'est une loi mémorielle. Créer une journée pour commémorer ce qui s'est passé dans une période plus proche, c'est une loi mémorielle. Là, je n'ai rien contre les lois mémorielles. Le législateur avait le pouvoir de le faire. Et le Conseil constitutionnel, c'est paradoxal. Il n'a rien trouvé à redire. Il a validé ce texte. Mais les lois de 2001, 29 janvier et 21 mai, ne sont pas des lois mémorielles. Ce sont des lois parfaitement juridiques, si j'ose dire, parce que loi, par définition, c'est une norme, c'est du droit. Mais ce sont des lois qui vont établir juridiquement des faits. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que jusqu'au 1er juillet 2002, aucune juridiction internationale n'a établi, et c'est le mot qui est employé par la décision cadre, dans ce méchant sous-paragraphe 4 de l'article 1er. Ce n'est pas le tribunal de Nuremberg qui a établi les faits des crimes nazis. Ce n'est pas le tribunal spécial de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda qui ont établi les faits qui se sont déroulés, par exemple, sur le territoire du Rwanda du 1er janvier au 31 décembre 1994, la peine retenue. À chaque fois, c'est le législateur mondial. En 1945, c'était les 4 puissances victorieuses. En 93-94, c'est le Conseil de sécurité. Eh bien, la France, en 2001, a fait ce que le législateur mondial fait sur la scène internationale. Et sur son territoire, pour les personnes qui relèvent de sa juridiction, elle
établi, et dans le droit fil de sa déclaration commune avec l'Angleterre et la Russie du 24 mai 1915, lorsqu'il s'était agi de dénoncer en flagrance le crime, c'est pour ça que ça s'est fait par la voie de l'exécutif, ou de la diplomatie, eh bien, en 2001, une fois que les esprits se sont posés, on dit, bien, nous allons, parce que ça ne suffit pas, nous allons établir juridiquement les faits. On ne crée pas les faits. Les historiens prétendus qui ont cru pouvoir dire qu'on faisait faire aux législateurs l'histoire se trompent, parce que les faits se suffisent à eux-mêmes. Et d'ailleurs, les historiens n'ont pas plus de légitimité, me semble-t-il, que le législateur. Et lui, le législateur, a le pouvoir qu'ils n'ont pas, constitutionnellement, d'établir des faits qui ont été enregistrés par l'histoire et qui ne sont pas sérieusement contestables. Que tous les documents officiels qui ont été sérieusement réunis par les instances internationales vont établir. Ces faits ne sont pas contestables, ni dans leur matérialité, ni dans leur qualification juridique de génocide. Le génocide aujourd'hui, depuis le 1er mars 1994, c'est une notion très précise dans le droit pénal. En gros, c'est l'extermination d'un groupe humain, la tentative d'extermination d'un groupe humain pour quelque motif que ce soit, quel que soit le critère choisi ou pas. Donc ce qui fait des difficultés aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est que nous essayons de faire grandir l'état de droit. Nous essayons de le faire sortir de l'enfance. Parce qu'il se considère encore comme étant redevable à la réelle politique. Comme s'il avait des comptes à rendre à ses partenaires, parce que ceux-ci lui promettent des marchés faramineux, qu'il n'obtiendra pas d'ailleurs. De lui faire quitter sa mentalité d'ancien régime et de le faire accéder véritablement à l'ère de la civilisation. Parce que cette question du génocide arménien et des autres crimes contre l'humanité relève d'un intérêt supérieur de la civilisation. Relève de ce qu'en droit international public on appelle le jus cogent, c'est-à-dire le droit qui lie, non pas le jus dispositivum qu'on peut aménager. Un génocide, la constatation d'un génocide, nécessairement va entraîner des conséquences, tôt ou tard, sur le plan juridique. Ce pourra être la création d'une juridiction internationale, mais pas nécessairement, je viens de le démontrer. Ce pourra être, je pense que c'est ça l'avenir, le vote d'une loi. Quand un événement va heurter la conscience publique, quand l'homme, dans sa dimension collective, n'arrivera pas à évacuer quelque chose qui ne passe pas, qui heurte la morale internationale, parce que contraire manifestement à la dignité de l'homme, le seul recours aujourd'hui dans une démocratie, c'est la loi. Parce que le juge n'a pas forcément la compétence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un juge pénal de dire qu'il y a eu génocide. Pourquoi? Parce qu'il va dire, mais de quel fait suis-je saisi? Suis-je saisi aujourd'hui de faits de génocide arménien? Il faudrait que j'ai la compétence pour ce faire, ce qui n'est pas évident territorialement. Mais quels sont les auteurs de ce génocide? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des personnes à qui on pourrait imputer ce génocide? Vraisemblablement non. Donc il ne pourra pas, ce juge français, vous dire qu'il y a eu génocide. Mais on ne lui demande pas, parce que ces faits sont établis par la loi. Cette loi du 29 janvier 2001, le Conseil constitutionnel s'est bien gardé d'ailleurs d'abroger alors qu'il en avait le pouvoir. Jean-Louis Debré n'a pas osé aller jusque-là. Je remercie encore une fois les 500 signataires
du recours en récusation. J'avais adressé donc, le 4 février 2012 au Conseil constitutionnel. Je remercie d'ailleurs, même s'ils ne sont pas là et s'ils n'ont pas voulu communiquer, notamment, il n'y a pas que, parce que nous étions 500, Charles Aznavour et les votes saillants qui ont signé ce recours que j'ai adressé officiellement au Conseil constitutionnel et qui a fortement contribué à faire prendre conscience au Conseil constitutionnel qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi, qu'il n'était ni au-dessus de la loi ni de la Constitution. Et s'il est le juge de la loi, il ne peut pas se substituer au législateur. Et qu'il ne lui appartient pas de contrôler la normativité de la loi. C'est un non-sens constitutionnel. Pourquoi? Parce que le contrôle de constitutionnalité, c'est le contrôle de conformité d'une norme, la loi, à une norme supérieure, la Constitution. Donc si le juge, un peu comme pour la PPC ici, accepte de contrôler, s'il se reconnaît compétent pour contrôler la constitutionnalité d'un texte, c'est que, implicitement mais nécessairement, il reconnaît que ce texte est une loi, puisque le Conseil constitutionnel ne connaît que des lois, il ne connaît pas des décrets, par exemple, c'est le Conseil d'État. Et donc c'est une norme. Donc quand il prétend, depuis peu d'ailleurs, depuis 2005, puisqu'avant il disait exactement l'inverse, il ne craint pas de se contredire. Quand il prétend contrôler la normativité de la loi, le Conseil constitutionnel usurpe sur les droits du Parlement. Il prétend se substituer au Parlement, alors qu'il appartient bien sûr au Parlement de décider ce que sera la loi. Et quand le Parlement vote la loi, quand cette loi est promulguée, et c'est bien le cas de ces deux lois de 2001 par le Président de la République, ces lois, votées définitivement par le Parlement, deviennent des normes législatives à part entière, normativité qui n'appartient de toute façon au Conseil constitutionnel de discuter dans ses décisions ou sur son site officiel. Parce que la raison majeure de notre requête en récusation, c'était qu'avant de statuer, puisqu'il a statué le 28 février 2012, le Conseil constitutionnel avait, sur son blog, prétendu que, notamment la loi de 2001, notre loi du 29 janvier, n'était pas normative. Et si nous n'avions pas protesté officiellement, même s'il n'a pas répondu, mais je dirais, à ce niveau-là, qui ne dit mot consent, eh bien, ce fait grave serait resté inaperçu et M. Aframian a fortement contribué à dénoncer ce fait inconstitutionnel qui est imputable au juge constitutionnel, ce qui est un comble, mais je suis désolé, je ne suis pas l'auteur, moi, de la publication, c'est le Conseil constitutionnel et plus particulièrement, bien sûr, Georges Debré, puisque M. Aframian, comme je l'avais fait, a fait constater par l'huissier, c'était deux constats sont sur la aussi, a fait constater par l'huissier que le Conseil constitutionnel avait bien pris cette publication sur son site officiel avant de juger. Alors, vous voyez que quand on rentre dans le détail juridique, j'ai essayé d'être le plus clair possible, on se rend compte de deux choses. Qu'effectivement, la question est éminemment politique. Mais également qu'avec le droit, nous sommes plus forts et que le gouvernement et que le président de la République, et même que le Conseil constitutionnel, puisque j'ai établi dans la procédure, et maintenant pendant demain pour l'appel d'ex, que lorsqu'il prend sa décision le 28 février, le Conseil constitutionnel applique sa jurisprudence depuis 2005, et que ce faisant, il empêche la transposition adéquate, puisqu'il nous empêche de nous référer à la loi de 2001, qui, elle, va dire ce qui s'est passé, pour faire simple, en 1915, c'est un génocide. Donc,
le génocide arménien fait bien partie du champ d'application de la décision cadre. Donc dans cette fameuse catégorie du sous-paragraphe-C, eh bien on sait aujourd'hui que notamment il y a le génocide arménien, il y a la traite et l'esclavage. La France avait apporté en fait une réponse, une pré-réponse, puisqu'elle avait dit 7 ans avant que soit arrêtée la décision cadre. Il est vrai que la décision cadre a eu une longue gestation de 7 années. Ça a débuté en début 2001 pour finir fin 2008. Donc nous savons qu'il y a dans ces faits, c'est-à-dire ces crimes contre l'humanité, qu'on va pouvoir insérer dans la catégorie du paragraphe C, il y a notamment le génocide arménien et l'esclavage. Donc, quand le Conseil constitutionnel prétend nous empêcher de faire appliquer la décision cadre notamment au génocide arménien, alors que la décision cadre n'a pas exclu, eh bien le Conseil constitutionnel viole le droit de l'Union, ce qui nous autorise à poser la question préjudicielle, ce que j'ai fait, et de demander que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie pour qu'elle interprète la jurisprudence du Conseil constitutionnel, exactement l'article 6, dans le compte de la Déclaration des droits de l'homme, la loi d'expression générale, article 6 dont le Conseil constitutionnel prétend tirer sa fausse interprétation, la loi doit être normative. Alors la loi n'a pas à être normative puisqu'elle est normative par définition. Le Conseil constitutionnel confond l'être et devoir être, c'est quand même différent. La sémantique parle. Nous pouvons faire donc déclarer cette norme constitutionnelle, bien sûr telle qu'interprétée faussement par le Conseil constitutionnel, contraire au droit de l'Union, et gommer cet obstacle. Pour tenir quand même compte, sans bien sûr l'approuver, de la décision du 28 février 2012, j'ai modifié la rédaction, j'ai proposé une autre version plus simple, finalement. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui, c'est un fait notoire, pour reprendre l'expression du statut de Rome, de la Cour pénale internationale, que l'esclavage, chronologiquement, génocide arménien, Shoah, sont des faits notoires de l'histoire de l'humanité. Autant les écrire dans le texte d'incrimination et de dire, bien, là encore c'est la sémantique, le fait d'accoler par exemple une négation, un terme équivalent, à l'esclavage, génocide arménien, Shoah, eh bien, constituera un délit de négation. Donc, j'ai eu la satisfaction de voir que ma nouvelle proposition de loi, que j'avais circularisée au Parlementaire français le 16 décembre 2012, a été reprise par Mme Valérie Boyer, députée de Bouches-du-Rhône, le 6 février 2013, puisqu'elle a saisi l'Assemblée nationale d'une nouvelle proposition de loi. C'est intégralement la mienne. On a fait l'amitié de conserver exactement le texte. Et donc, depuis le 6 février 2013, l'Assemblée nationale est saisie de cette nouvelle proposition de loi qui tend à transposer. Donc, on voit bien que la voie parlementaire et la voie juridictionnelle ne sont pas contradictoires, ne sont pas concurrentes, elles sont parfaitement complémentaires, puisque les deux œuvrent, bien sûr, pour que cette décision cadre soit transposée, puisque ce n'est que justice que nous demandons. Donc j'ai bon espoir parce que je sais que, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, le puissant ne peut pas être suffisamment puissant pour toujours prétendre imposer la force, puisqu'il ne peut pas être le maître s'il ne transforme pas la force en droit et l'obéissance en devoir. Il y a un autre mot qui est imputable à Alain, que je trouve très beau aussi. La force ne triomphe pas du droit, car la lutte n'est pas possible entre la matière et l'idée. Et tant que nous ne pourrons pas évacuer l'idée de ne pas transposer la décision cadre
que ne pas reconnaître le génocide arménien comme un véritable génocide au sein du code pénal français, tant que cette idée ne pourra pas être évacuée, eh bien le contentieux persistera et nous aurons toujours la légitimité, la légalité, même aujourd'hui la constitutionnalité, pour prétendre imposer, faire délivrer injonction au Premier ministre de transposer cette décision-cadre. Merci de votre attention et je reste bien sûr, s'il y a des questions, à votre écoute pour essayer de répondre. Simplement, on va bien entendu faire un échange, mais dans l'esprit, deux petites choses. On parle de loi mémorielle, on parle de contentieux. Des politiques, beaucoup de politiques auraient souhaité que ça reste une loi mémorielle, entre guillemets, puisque ça reste un effet. Pour nous, les Arméniens, c'est un contentieux qui doit, donc dans l'esprit, un contentieux doit aboutir, en tout cas sur des décisions juridictionnelles. Nous avons fait, et nous souhaitons, et nous avons souhaité que la question du génocide sorte du cadre politique, politicien et rentre dans le système juridique. Aujourd'hui, nous y sommes à fond. Les procédures s'enchaînent. Maître Krikorian, pour le moment, est le seul en France à avoir pris cette charge. Permettez-moi de le féliciter une nouvelle fois. Prendre cette charge, c'est pas rien. D'autant plus que le contentieux, il y avait la question du génocide, de l'islamo-négationnisme, la question du Torah, il y a d'autres questions qui sont très graves, les crimes au pénal. On vit des moments un petit peu particuliers qui sortent de l'ordinaire. Et ça, c'est quand même sous la bienveillance de Maître. On ouvre le débat. Si vous avez des questions. Très bref. Plus une petite. Avoir une question surtout, je pense, un petit cadrage. Dans un jour où je suis un des rares plaignants, peut-être parfois le seul, selon les procédures à ne pas être arménien. Alors, le rabbi est à Plan, le Nord qu'on appelle. Il fait partie des 15 à Plan. Merci. Donc d'abord, effectivement, je renouvelle mes compliments sincères à la reine de Philippe, qui est un ami d'enfance et de famille, mais qui reste à nos yeux le digne cousin de son rôle de guerre, je le rappelle quand même. Premièrement, parce que je voudrais simplement préciser, parce que nous avons eu l'occasion de discuter, je crois que les plaignants ou la presse ou les Arméniens ou les citoyens ne savent pas forcément, c'est que d'une part, la décision cadre sera tôt ou tard transposée, à moins qu'elle ne disparaisse, elle sera tôt ou tard transposée, parce que ça c'est inévitable. La deuxième chose, c'est que Philippe va dans le sens d'une évolution profonde du droit dans l'histoire qui va vers le rapprochement entre le processus juridictionnel, décisionnel et législatif du citoyen, parce que Dennis Hurt a la théorie des actes de gouvernement, mais il est évident que plus le temps avance, plus le citoyen va approcher d'une forme de souveraineté, d'individualisme, peut-être au droit, et l'avocat en particulier. Et là, contrairement à ce que de nombreux gens essaient de croire, il est pionnier, il est novateur, il anticipe sur l'évolution, je dirais, globale du droit de l'humanité. Et le dernier point, et c'est là où je crois qu'il faut insister, quelle que soit la durée que prendront toutes ces procédures, il faut bien comprendre qu'à terme, et c'est là le grand enjeu, parce qu'il faut d'abord en avoir étudié de toutes les juridictions nationales avant de pouvoir se présenter devant les juridictions européennes. Philippe Krikorian va arriver à ce que la France soit condamnée par l'Europe. Et c'est là où, effectivement, on marquera du
restitution de la vérité, je vais dire l'histoire au terme de toutes ces procédures. Donc je voulais simplement, en tant que plaignant extra directement victime de descendants, je dirais, rappeler les grands enjeux qui sont derrière tout ça. Je suis moi-même une famille de juristes, donc j'ai un peu de recul du fait de ces procédures. Je pense qu'il y a ces trois éléments à rappeler à l'ensemble des plaignants, des Arméniens et des gens, parce qu'il y a une démarche en profondeur historique et qui va entrer dans l'histoire. D'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je l'ignore, mais c'est le but et c'est là que nous arrivons. Merci. Merci Jean. Rubens Sebastian disait dans son livre « La prévention du génocide peut sauver la vie de milliers d'êtres humains ». Aujourd'hui, vous avez les hordes d'Al-Qaïda sous couvert de financement français qui se propagent en Syrie et qui massacrent les populations civiles. Le combat que mène Maître Vicorian et les plaignants, justement, c'est pour aussi arrêter ce qui fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui vivre dans des sociétés où on laisse le terrorisme et le barbarisme comme, on va dire, droit normal, existentiel. On doit donc combattre. Et les Arméniens, en particulier, sont bien placés, mais pas seulement les Arméniens, mais les Arméniens en particulier sont bien placés pour ressentir, avoir ce ressenti du fait d'une injustice totale, puisqu'on a été spolié complètement à la plus petite parcelle de notre terre ancestrale. Et donc, moi je vous fais appel, à vous, je fais appel à la conscience, à votre conscience de chacun. Prenons conscience de ce qui se passe véritablement et menons le combat ensemble. Alors, peut-être quelques mots, quelques questions sur le devenir de ce combat juridique. Oui, précisément. Je voulais faire une remarque un peu juridique. Je ne suis pas juriste du tout, mais il me semble, enfin, il y a un fait qui m'a surpris dans la position du juge des réflexes, c'est cette façon de dire je n'ai pas à. Ça me paraît une faiblesse extrême. Et je suis un peu, comment dire, un peu inquiet du fait que vous disiez que peut-être que les juges de la Cour d'appel pourraient suivre cette posture juridique qui consiste à ne pas l'avoir, à avoir une position juridique. Je suis un peu inquiet. Et je crois même que c'est un point à étudier un petit peu, à essayer de clarifier du point de vue de motivation, du point de vue de ce recours à un argument qui est prévoit que, après, on regarde ce regard de quelqu'un qui est pas juriste du tout, mais c'est voilà. Mais M. Béguin est à plan également. Il fait partie des 15 référents courageux qui ont porté cette affaire sous ma représentation devant la Cour. Et vous avez parfaitement raison. C'est que, il faut dire qu'il faut prendre un peu de recul. Cette affaire est quand même sans ordinaire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, mais parce que je le crois, je suis assez satisfait quand même de la tournure des événements. C'est que nous en sommes quand même, devant la Cour d'appel, à faire dire à la Cour, et c'est dans son arrêt, qu'elle n'exclut pas, elle a écrit, ça est opposable. Elle le dit pour rejeter la QPC. Mais la QPC, ce n'est qu'un moyen. La QPC, c'est un moyen juridique qui vient au soutien de prétentions principales. Ce n'est pas un moyen autonome. Là, le but, c'était de dire, bon, écoutez, devant le Conseil d'État, on nous a sorti la vieille ancienne vieux acte du gouvernement, de façon à dire très pudique, parce que le Conseil d'État ne veut plus employer même l'expression. Il dit simplement, ça ne relève pas de la compétence. Et ça veut dire ça.
et devant le juge judiciaire, on sait que l'exécutif peut prétendre opposer encore cette théorie, c'est ce qu'il fait. C'est ce que le Premier ministre a fait quand même, expressément dans ses écrits. Il a dit, c'est un acte de gouvernement. Je ne l'ai pas inventé, je l'avais pressenti, mais il a fait. Moi j'en ai tiré des conséquences, je dis, à ce moment-là, et depuis le 1er mars 2010, on peut contester la constitutionnalité d'une loi qui est applicable au litige. Et il est manifestement applicable cet article 26, puisque c'est lui qui fonde aujourd'hui l'acte de gouvernement. Alors, la Cour d'appel qui a été confrontée de façon totalement inédite à une problématique de cet enjeu et sur le plan juridique et sur les répercussions politiques, géopolitiques, internationales. Vous imaginez que si jamais elle nous donnait raison, vous imaginez le Big Bang international au sein de l'Hexagone, de l'Union et même au-delà. Parce que ça voudra dire ce qu'elle reconnaît implicitement aujourd'hui, mais elle ne veut pas le dire expressément, que le fait de ne pas transposer est une voie de fait. Alors, nous avons réussi à canaliser ce mouvement qui au départ semblait n'être que politique, et on essaye de le dompter, donc de le faire entrer dans la cage juridictionnelle. Mais de toute façon, le comportement de l'État ne peut pas sortir du droit. L'État ne peut pas dire, écoutez, je vais faire une exception pour les Arméniens, je ne vais pas appliquer de moi. C'est pas possible. La décision K ne concerne pas que les Arméniens. Les Arméniens, c'est un crime contre l'humanité parmi d'autres, malheureusement. Il y a notamment l'esclavage. Et qu'est-ce qui fait dire que c'est manifestement politique? C'est que Christian Taubira, qui est quand même à l'origine de la loi sur l'esclavage, qui sait ce que l'esclavage veut dire. Bon. En tant que députée, elle propose le texte, elle le fait même voter, fort d'ailleurs du vote de janvier 2001. Et en tant que membre du gouvernement, silence radio, on n'entend plus. C'est elle qui aurait dû dire au Premier ministre de la République, faites quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Eh bien, apparemment, les considérations de pouvoir, chez elle, comme chez d'autres, sont plus fortes que les considérations de justice. Et ça, c'est son problème, elle. C'est pas le nôtre. Nous suivons une logique juridique, une logique tout court. C'est de dire, dites-moi, cette décision 4, qu'est-ce que c'est? Comme ça avait pour forme ou c'est une norme? Je pense, oui, c'est une norme. Elle est exécutoire. Et c'est même, en France, une double obligation. C'est pas seulement le droit de l'Union, c'est même la Constitution qui oblige. Alors, quand on sait ça, très logiquement, on va dire, bon, vraisemblablement, il doit y avoir un mécanisme juridique, juridictionnel, pour sanctionner, parce que ça servirait de rien de dire, oui, c'est une obligation, il n'y a pas de sanction. Ça n'existe pas, ça. Le droit, c'est, tôt ou tard, c'est la sanction. Tôt ou tard. Le droit, c'est deux choses, c'est l'opposabilité et la possibilité d'une sanction. Et la sanction existe, puisque c'est le tribunal des conflits, et vous voyez qu'il a fallu monter quand même au tribunal des conflits. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème de compétence, pour dire, pour l'instant il a dit, pour le plein contentieux, donc contentieux indemnitaire, s'il n'y a pas de transposition dans les délais de la directive, c'est le juge administratif qui est compétent. Ce qui explique que j'ai déjà annoncé que j'allais prochainement saisir le juge administratif et vraisemblablement le tribunal administratif de Marseille d'une action en responsabilité indemnitaire, une action indemnitaire. Vous demandez 61 €, en demandant l'application de la jurisprudence du tribunal des conflits, en disant la décision 4, c'est le même régime juridique, vous n'avez pas transposé dans les délais, donc il y a responsabilité de l'État. Ça, on va le faire. Mais il n'y a pas de raison d'exclure le recours pour excès de pouvoir. D'autant que là, c'est une loi de fait.
Donc finalement, le Conseil d'État, je ne sais pas si elle a trouvé tout ça. Sincèrement, j'en sais rien. Il faudrait leur demander, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils aient eu l'idée que nous allions saisir le juge judiciaire. Pourtant, c'était un peu pour une heure, c'est un flot, un flux. Si vous le barrez là, à tel endroit, il va prendre l'autre sortie. C'est ce que nous faisons. Puisque le droit commande qu'il y ait au moins une juridiction compétente. Et là, en fait, il y en a deux. Et moi, je pense que l'arrêt du 17 juin, que j'ai cité, qui n'a rien à voir avec ça, n'est pas totalement étranger à cette procédure. C'est pour essayer de canaliser. Mais si jamais la Cour d'appel d'Aix se servait de cette décision pour se déclarer incompétente, elle servirait nos intérêts. Dans la mesure où elle serait obligée de saisir le tribunal des comptes. Ou alors son arrêt sera anti-juridique. Mais de toute façon, il y aura un recours, il y aura un pourvoi en cassation qui nous permettra de développer tous ces moyens. Parallèlement, j'ai dit action devant le juge administratif plein contentieux, et puis de toute façon après, il y a un contentieux européen devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est pas terminé. Dans tous les cas, si le Conseil d'État teste notre détermination, ben, je pense qu'il va avoir la réponse. Mais si je peux compléter, ce qui est intéressant aussi, justement, mais ça c'est le droit qui permet de le dire, c'est que quand je fais le recours, je ne me contente pas d'articuler des moyens techniques. C'est que derrière le droit, il y a toujours la dignité, parce que la dignité humaine, c'est le principe absolu. C'est notre moteur. Je ne ferai pas tout ça s'il n'y avait pas une lésion grave de la dignité. Pourquoi lésion? Parce que depuis 1990, depuis la loi du 13 juillet 1990, loi d'Iguesso, vous avez un groupe de victimes qui est protégé, c'est-à-dire l'acteur a estimé qu'il devait être protégé, il a eu raison. C'était légitime. Mais ce qui n'allait pas du tout, et ça c'est parfaitement illégitime, c'est que les autres groupes de victimes, eux, ne sont pas protégés. C'est-à-dire que finalement, les autres, ce sont des citoyens de second ordre. Ça, c'est pas acceptable. Et donc c'est la loi Guesso qui a créé cette discrimination. Et ça a été le commencement. C'est là où la lésion a débuté. Il y a une lésion de la dignité humaine. Et ça a perduré, bien sûr. C'est aggravé avec la décision 4. Puisque la décision 4 dit vous devez transposer de façon universelle tous les crimes contre l'humanité. Notamment le génocide arménien. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On trouve le moyen justement d'exclure précisément le génocide arménien. Donc c'est la dignité de notre moteur. J'ai dit tout à l'heure, tant qu'on ne pourra pas dire que le génocide arménien n'est pas un génocide, il faudra continuer. Parce qu'il a sa place dans la décision, dans le champ d'application de la décision 4, et tôt ou tard, cette décision 4 sera transposée, comme elle dit justement d'ailleurs Jean. Je vais faire juste une petite intervention et pas une question courte parce qu'il faut que je retourne sur elle. Effectivement, d'abord, en ce qui concerne les Arméniens, l'ensemble des chrétiens d'Orient, qui ne sont pas en Orient de Lira, il y a eu de l'esclavage, je ne sais pas quel pied, hein, mais il y a eu de l'esclavage aussi de la part pratiquée sur les îles africaines. Et ensuite, il est incontestable que le gouvernement français, comme le gouvernement des États-Unis, comme la plupart des fichionnés, à part peut-être un peu la Russie pour d'autres raisons, tous les gouvernements européens politiques chercheront, là, dans le cas de l'espèce en France, à freiner, terminer, à terminer, reporter, discuter, biaiser tout ce qui vient, encore une fois, pourtant manifestement sur le groupe de traitement, sur la non-transposition, etc. Notamment, je parle par rapport à la loi du Sceaux. C'est pour ça que tout ça est une affaire c'est un supplice chinois, hein, c'est le supplice de la goutte, hein, c'est une affaire de longue haleine et de patience. Ce que je voudrais simplement dire en parallèle, en politique, en parajuridique, en politique, c'est que la loi Boyer-Clicorléan, et ça m'a été rapporté indirectement par un émissaire, donc, au nom de Michel de Chanarévian, qui est le conseiller diplomatique arménien, le conseiller diplomatique général Michel Aoun au Liban,
la loi Boyer-Krikorian a eu pour effet, au moment où Alain Juppé rêvait d'une coalition franco-turque, souvenez-vous, c'est-à-dire une intervention terrestre au sol des forces armées turques et une couverture en parapluie aérien franco-anglais, donc à la fin 2011 sur la Syrie, a eu pour conséquence de vexer la Turquie, de froisser la Turquie au moment où les négociations s'engageaient à cette fin, et de l'éloigner, avec les oripeaux habituels, de l'idée de cette intervention. Et ça a probablement été décisif pour la tournure que nous connaissons aujourd'hui, et probablement, ce que personnellement j'appelle les neveux qui me regardent, la victoire d'Assad à terme en Syrie. Et au moment délicat, au moment critique, précisément, il y a eu cette intervention qui a été acclamée en fait là-bas au Liban par un certain nombre d'Arméniens et de chrétiens. Enfin une embellie. Et pour finir, ce que je veux dire, c'est que le 24 avril de cette année va intervenir au lendemain des élections municipales. Et je ne sais pas ni quand, ni pourquoi, ni comment, si c'est faisable, mais il est évident que s'il pouvait se faire ou germer en quelque sorte, peut-être de la part des maires, j'ai vu Philippe envisager peut-être des soutiens de maires à ces procédures, de la part des maires qui seraient contents, je ne sais pas, c'est à voir, qui deviennent arménophiles d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, c'est à définir. Les gens de l'UMP. Donc, si quelque chose pouvait se faire le 24 avril de cette année, qui aggrave encore, qui repositionne la France dans la question syrienne, ça pourrait contribuer encore une fois à inventer ce qui va revenir dans les esprits, c'est-à-dire des rapprochements américano-anglo, turco-français qui se dessinent dans les mois qui viennent, et contribuer peut-être à finir de geler au plan diplomatique ce qui pourrait gêner le processus qui a démarré, qui est la régularisation peut-être en quelque sorte la fin d'une rébellion islamiste dangereuse en Syrie et progressivement une mise en place d'une solution négociée dans ce pays, mais dans le cadre d'un respect des institutions et sans basculer dans les dérives qu'on voit dans les autres pays arabes qui ont été secourés par le printemps. C'est simplement ce que je voulais dire. Merci. Merci. Alors, c'est vrai que, ça, tout à l'heure, je vais vous le montrer. Nous avons fait plusieurs interventions depuis le mois d'août, particulièrement au niveau diplomatique, que ce soit aux États-Unis et là en France. Nous avons sollicité donc, le président François Hollande. Nous avons obtenu une lettre de sa part. Nous avons fait un communiqué. Dans ce communiqué, rapidement, dénonce en fait les frappes occidentales sur la Syrie, afin que, puisque ça compliquerait la situation des populations sur place, et ça soutiendrait le terrorisme djihadiste et le carnage, donc, surtout des populations civiles. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis un mois, parce qu'à un mois, on est dans la Troisième Guerre mondiale, mais on était pratiquement au niveau, on va dire, applicatif de la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça la calme un peu. Ça ne veut pas dire que le programme il est fini, il est terminé. Il est peut-être repoussé un peu plus tard. Les tactiques vont changer. Aujourd'hui, sur les 900 km de la frontière syrienne, vous avez des positionnements de l'armée turque qui se prépare à faire une entrée en Syrie, et tout le monde le sait. Donc, si vous voulez, les choses se compliquent. Malheureusement, la France, on le voit très bien, soutient des positions extrêmes. Nous devons travailler, nous travaillons, donc il existe une coordination des chrétiens d'Orient en France qui actuellement agit justement pour pouvoir faire changer un petit peu la position gouvernementale. D'un autre côté, se prépare Genève 2. Donc je vous annonce officiellement la volonté du Conseil national d'être présent à Genève 2.
Et nous travaillons avec les États, et en particulier les États du Conseil de sécurité, pour y participer. Voilà donc une situation. Notre souci, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il y a une atteinte aux frontières de la Syrie, nous remettons en cause les frontières de la Syrie. Et c'est notre procédure dans le cadre du conflit. Sur les bases des traités et sur les bases de tous les documents officiels que nous disposons et qui sont déjà largement connus par le public et par tout le monde. Messieurs, dames, si vous avez d'autres questions, non. Eh bien, écoutez, on vous invite donc au verre de l'amitié et je voulais remercier encore notre Tricorion pour son développement. Merci à vous.